Bien essayé, remarquait souvent ma femme, mais les enfants dans tes histoires sont purement fictifs. Elle avait aussi cette manie de dire, personne n'aime les fouineurs. Et pourtant, voilà que je me retrouvais à 2 heures du matin, en pleine action, à fouiller ses tiroirs de commode comme un pathétique cliché, alors qu'elle était soi-disant en visite chez sa mère malade à Albany. L'ironie avait l'amertume du café rassis d'une semaine. Je suis Jonah Crane, propriétaire d'une imprimerie commerciale dans cette ville maudite, post-industrielle, un endroit qui se mourait à petit feu depuis que les usines avaient baissé le rideau 2 décennies auparavant. J'imprimais des faire-part de mariage pour des couples promis au divorce dans les 5 ans, des cartes de visite pour des entreprises vouées à la faillite en 2, et des programmes d'obsèques pour des individus qui avaient survécu aux rêves évanouis de cette ville. Ce soir, cependant, j'étais sur le point d'imprimer mon propre certificat de décès, métaphoriquement parlant. Élise avait un comportement étrange depuis des semaines, rentrant tard et invoquant des heures supplémentaires à son travail aux ressources humaines. Cependant, ses vêtements sentaient le parfum coûteux, plutôt que l'arôme du café de bureau et le musc de la transpiration induite par le stress. Elle avait même commencé à se maquiller avant d'aller se coucher, bon sang. Un rouge à lèvres carmin qui ressemblait à un signal d'alarme criard. La maison semblait étrangement différente en son absence, en quelque sorte plus légère, comme si un fardeau avait été ôté des fondations mêmes. Notre maison de ville occupait un emplacement sur Maple Street, coincé entre la résidence de Madame Roark, avec son jardin languissant, et la propriété des Henderson, qui était sur le marché depuis l'administration du premier Bush. Après 1 heure de recherche, je l'ai enfin trouvé, un dossier manie caché derrière ses pulls d'hiver, ce qu'elle évitait habituellement parce qu'il la faisait paraître, soi-disant, mémère. À l'intérieur du dossier, se trouvaient des documents médicaux du cabinet du docteur Patricia Hoffman, portant le nom d'Élise en haut. Cependant, le diagnostic a glacé mon sang. Patiente présentant une obstruction tubaire bilatérale complète. Conception naturellement impossible, condition permanente. Discuter des options chirurgicales. La patiente a refusé. Tous les traitements datés d'il y a 6 mois. 6 mois. Pendant cette période, elle suggérait que nous essayions plus fort de concevoir, ingérant des vitamines prénatales coûteuses, et me contraignant à consommer exclusivement des produits biologiques, ostensiblement pour le bien de notre futur enfant. Pendant tout ce temps, elle construisait la plus élaborée des fabrications de notre mariage, superposée à toutes les plus petites tromperies que j'avais été trop obtus pour discerner. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone, mes mains tremblant aussi violemment que celles d'un ivrogne à la dernière commande. Le jargon médical se mélangeait, mais la vérité sous-jacente était indubitablement claire. Élise était incapable d'avoir des enfants, n'avait jamais été capable et ne le serait jamais. La porte d'entrée claqua en bas. « Jonah, tu es réveillé. » Sa voix résonna dans l'escalier, artificiellement joyeuse, comme la lueur cancérigène des ampoules fluorescentes. Je repoussai précipitamment le dossier derrière les pulls et fermai le tiroir. « J'allais juste boire de l'eau, répondis-je, sortant de la chambre et me dirigeant vers la salle de bain. J'ouvris le robinet et éclaboussai mon visage d'eau froide, scrutant mon reflet. Les mêmes yeux marrons, la même ligne de cheveux fuyante, le même menton faible qu'Élise prétendait me donner du caractère. Maintenant, je me demandais si elle voulait en réalité dire pigeon. En descendant les escaliers, je la trouvai dans la cuisine, préparant du thé, toujours vêtue de son bon manteau, celui en laine noire qu'elle réservait aux grandes occasions. Ses cheveux blonds étaient impeccablement coiffés, malgré les prétendues 8 heures de route depuis Albany. « Comment va ta mère ?» demandai-je, appuyé contre l'encadrement de la porte. « Mieux. Beaucoup mieux. » Elle évitait le contact visuel, mélangeant mécaniquement du miel dans sa tasse avec une précision inébranlable. « En fait, Jonah, il faut qu'on parle. » Ça y est, pensai-je. Le discours répété qu'elle avait sans doute pratiqué dans la chambre d'hôtel, quelle qu'elle soit, qu'elle avait réellement occupée. « Je t'écoute. » Elle se tourna vers moi, et j'observai qu'elle avait pleuré, ou du moins, qu'elle voulait me faire croire qu'elle avait pleuré. Élise avait un talent pour le maquillage, capable de rendre ses yeux rouges et vulnérables. « Je te quitte, déclara-t-elle simplement. Je suis enceinte. Et ce n'est pas le mien. » La cuisine se tut, hormis le ronronnement de notre réfrigérateur antique et le goutte-à-goutte persistant du robinet que j'avais l'intention de réparer depuis 3 ans. Je laissai le silence s'installer jusqu'à ce qu'il devienne atrocement inconfortable, observant ses doigts jouer avec son alliance. « Enceinte, répétai-je finalement. Oui. Je sais que c'est un choc, mais qui est le père ? » Elle détourna son regard vers la fenêtre qui donnait sur la maison vide des Henderson.
Graham Loring. Graham baise Loring? Bien sûr, c'était Graham, mon vieux rival du lycée, celui à qui tout avait toujours été servi sur un plateau d'argent, tandis que je trimaillais tout l'été à l'imprimerie juste pour pouvoir m'acheter des vêtements décents. Graham, avec son fonds fiduciaire, son entreprise de conseil en cybersécurité et son loft du centre-ville qui coûtait probablement plus que mes revenus sur 2 ans. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Est-ce que ça a de l'importance? Pour moi, oui. Elle a soupiré, comme si j'étais déraisonnable. 3 mois, peut-être 4. Je ne comptais pas. Menteuse. Élise tenait des registres méticuleux de tout, son cycle menstruel, son poids, son apport calorique, le kilométrage de sa voiture. Elle tenait des tableurs pour notre budget d'épicerie et des calendriers avec des codes couleurs pour nos événements sociaux. Elle savait sans équivoque depuis combien de temps elle couchait avec Graham Loring. Il faut que je fasse mes valises, a-t-elle continué. Graham vient me chercher demain matin. On déménage à Boston. Il a des contacts là-bas. De meilleures opportunités pour son bébé, ai-je dit. Pour notre bébé. Elle a touché son ventre dans ce geste universel des femmes enceintes, protecteur et possessif. Sauf qu'elle n'était pas enceinte. Incapable de devenir enceinte. Ne le serait jamais. J'ai failli révéler la vérité à cet instant précis, presque sorti mon téléphone pour afficher les dossiers médicaux, impatient de voir son visage s'effondrer à mesure que sa tromperie élaborée se dénouait. Cependant, quelque chose m'a retenu. Peut-être la curiosité, peut-être la cruauté. Je voulais observer jusqu'où elle irait dans cette performance. Je vais t'aider à faire tes valises, ai-je dit à la place. Elle a cligné des yeux, s'attendant visiblement à plus de résistance. Tu veux? On est ensemble depuis 8 ans, Élise. Si tu n'es pas heureuse, si tu crois que Graham peut t'offrir quelque chose que je ne peux pas, alors c'est peut-être mieux ainsi. Ce n'était pas de la magnanimité. C'était une stratégie. J'avais appris depuis longtemps en affaires que parfois, la ligne de conduite la plus avantageuse est de laisser votre adversaire croire qu'il est en train de gagner, pendant que vous élaborez un moyen de le détruire complètement. Nous avons passé les 2 heures suivantes à emballer ses affaires dans des valises et des cartons. J'ai tout descendu dans le salon, offrant des suggestions utiles concernant les articles dont elle pourrait avoir besoin à Boston, posant des questions réfléchies sur l'appartement de Graham, son emploi et leurs projets d'avenir, jouant le rôle de l'ex-mari compréhensif, tandis que mon esprit traitait méticuleusement les implications de ma découverte. Élise ne me quittait pas simplement pour un autre homme. Cela aurait été simple, propre, quelque chose que j'aurais pu digérer et finir par pardonner. Non, elle m'abandonnait avec une fiction élaborée conçue pour me faire sentir inadéquat, pour me convaincre que Graham pouvait lui offrir la seule chose que je ne pouvais pas. Un enfant. Elle voulait que je passe le reste de ma vie à croire que j'étais l'échec de notre mariage. Un tel degré de cruauté calculée méritait une réponse. À 6 heures du matin, la BMW de Graham est arrivée devant notre maison. J'ai observé à travers la fenêtre de devant alors qu'il en sortait, dégageant une assurance confiante dans son jean cher et sa veste de marque. Il avait un certain attrait, je devais l'admettre. Grand, large d'épaules, avec le genre de sourire facile qui découle de n'avoir jamais à se soucier de l'argent ou des conséquences. Il est resté près de sa voiture, comme un chauffeur, vérifiant son téléphone pendant qu'Élise terminait ses derniers préparatifs. Aucun respect pour moi. Aucune reconnaissance qu'il volait la femme d'un autre homme dans la maison qu'ils avaient construite ensemble. Juste une arrogance désinvolte, comme si j'étais au-dessous de sa considération. Parfait. J'ai aidé Élise à transporter ses sacs jusqu'à la voiture, échangeant des hochements de tête polis avec Graham. Il avait la décence de paraître légèrement mal à l'aise, mais pas désolé. Jamais désolé. Prends soin de toi, Jonah, a dit Élise, offrant une brève étreinte qui portait le parfum de la culpabilité et d'un parfum cher. Toi aussi, ai-je répondu. Vous deux. Pendant que Graham chargeait la dernière valise dans son coffre, je me suis approché de lui. Il s'est redressé, s'attendant probablement à une forme de confrontation, le dernier pari désespéré du mari jaloux. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et affiché la photo que j'avais prise des dossiers médicaux d'Élise. Tu devrais lire ça, ai-je dit calmement, m'assurant qu'Élise ne puisse pas entendre de l'intérieur de la voiture. Juste pour que tu saches dans quoi tu t'embarques. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, et j'ai observé son visage subir une transformation alors qu'il traitait l'information. La couleur a quitté ses joues, sa mâchoire s'est crispée, et ses yeux ont oscillé du téléphone à Élise et vice-versa.
C'est vrai, a-t-il murmuré. Le cabinet du docteur Hoffman. Il y a 6 mois. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Félicitations pour le bébé, au fait. Je me suis retourné et suis rentré chez moi, laissant Graham debout près de sa voiture, la bouche grande ouverte, ressemblant à un poisson en train de suffoquer. De ma fenêtre, je l'ai vu s'installer sur le siège du conducteur et y rester un long moment, le regard perdu dans le vide. Élise parlait, gesticulant avec animation à propos de quelque chose, mais il restait impassible. Finalement, il a démarré le moteur et est parti, emmenant ma femme menteuse et sa grossesse impossible vers l'avenir qu'ils avaient prévu ensemble. Je me demandais combien de temps il lui faudrait pour la confronter au sujet des dossiers médicaux. Je me demandais quelle excuse elle inventerait, quel nouveau mensonge elle construirait pour effacer l'ancien. Je me demandais si ça m'importait. La réponse était non. Élise ne m'importait plus. Je ne ressentais aucune inquiétude pour ses émotions, son avenir ou son inévitable chagrin lorsque Graham réaliserait qu'il avait été manipulé. Ce qui m'importait, c'était de m'assurer que tout le monde reconnaissait la véritable nature de leur caractère. Ma femme disait souvent, personne n'aime les fouineurs, mais parfois, fouiner n'est qu'un autre mot pour justice. 3 jours après le départ d'Élise, j'étais assis au Murphy's Bar, savourant ma 2e bière et écoutant Davy Baxter raconter des histoires de guerre de son époque de policier. Le Murphy's était le genre d'établissement où le sol collait aux chaussures, un témoignage de décennies de spiritueux ingurgités et d'aspirations brisées. C'était un endroit où les clients connaissaient leurs noms et leurs tribulations, et où les rumeurs circulaient plus vite que la bière pression. Davy était mon confident depuis le lycée, une époque où il était longiligne et où j'avais encore tous mes cheveux. Maintenant, son ventre s'était épaissi, ses tempes étaient grisonnantes et ses rides d'expression témoignaient de 20 ans passés à naviguer dans les profondeurs de la nature humaine. Il avait pris sa retraite de la police 2 ans auparavant et avait investi dans le Murphy's en tant qu'associé commanditaire, un rôle qui impliquait de tenir le bar 3 soirs par semaine et d'être au courant des affaires de tout le monde. Alors elle est simplement partie sans un mot, demanda-t-il en nettoyant méticuleusement des verres. Pas de signe avant-coureur, pas de thérapie. Absolument rien. Elle prétendait qu'elle attendait l'enfant d'un autre homme, répondis-je, décollant distraitement l'étiquette de ma bouteille de bière. Voulait un nouveau départ à Boston. Jésus, Jonah, c'est insensible, même pour Élise. Tu ne l'as jamais approuvé. Je ne l'ai jamais approuvé astérisque pour toi astérisque, corrigea Davy. Elle a toujours été trop. Il hésita, cherchant le qualificatif approprié. Raffinée. Comme si elle jouait un rôle. Qu'elle faisait semblant d'être ta femme, au lieu de l'être réellement. C'est ça? L'évaluation toucha plus près du but que je ne voulais l'admettre. Quoi qu'il en soit, c'est fini. Je lance la procédure de divorce la semaine prochaine. Bien. Tu mérites mieux qu'une femme qui s'enfuit avec Graham Loring. Je levai brusquement les yeux. Tu connais Graham? Le visage de Davy s'assombrit. Malheureusement. Il fréquente cet endroit de temps en temps avec ses associés. Agit comme si c'était chez lui, donne des pourboires dérisoires et traite les serveuses comme des subordonnées. Un vrai numéro. Qu'est-ce que tu sais sur sa famille? Pas grand-chose. Il a une sœur, je crois. Triche, ou quelque chose comme ça. Pourquoi tu demandes? Je pris une longue gorgée de ma bière, réfléchissant à la quantité de choses que je pouvais révéler. Davy était digne de confiance, mais c'était aussi un ancien policier avec une boussole morale inébranlable. Mes intentions pourraient mettre à rude épreuve les limites de notre camaraderie. Juste curieux, dis-je finalement. Si tu apprends quelque chose d'intéressant sur Graham et Élise, tiens-moi au courant, d'accord? Certainement. Davy posa le verre qu'il polissait sur le comptoir et se pencha en avant. Mais Jonah, quelle que soit la voie que tu envisages, fais attention. Les gens comme Graham ont des avocats et des relations. Ils utilisent des méthodes sournoises quand ils sont acculés. Moi aussi. Le lendemain matin, j'ai ouvert Crane Printing précisément à 7 heures, un rituel que j'observais quotidiennement depuis 12 ans. Mon établissement occupait le rez-de-chaussée d'un entrepôt réaffecté sur Industrial Avenue, niché parmi d'autres petites entreprises qui s'adressaient à la population locale qui n'avait pas les moyens de s'offrir les services haut de gamme du centre-ville. J'employais 2 personnes, Sam Rodriguez, un jeune artiste d'une vingtaine d'années qui économisait de l'argent pour l'école d'art, et Madame Chen, une matriarche de 60 ans qui gérait la comptabilité et les relations avec les clients avec une précision inébranlable. Salut patron,
lança Sam depuis derrière l'imposante presse offset que nous avions achetée d'occasion à un journal de Syracuse. Comment s'est passé ton week-end? Agité, répondis-je, en m'installant derrière mon bureau avec une tasse de café assez fort pour décaper de la peinture. Élise a déménagé. Sam arrêta ce qu'il faisait. Sérieusement? Je suis désolé, mec. C'est terrible. C'est mieux ainsi. J'ai démarré mon ordinateur et j'ai commencé à passer en revue les commandes du week-end. Nous avons les faire-part de mariage Henderson à rendre jeudi, c'est bien ça? Déjà imprimés. Madame Chen les a relus hier. Sam était un jeune homme recommandable, fiable et travailleur, malgré ses aspirations artistiques. Il me rappelait ma propre jeunesse, avant que l'expérience ne m'enseigne que les rêves n'étaient que des passe-temps coûteux. Madame Chen arriva à 8h30, apportant une boîte de beignets et un thermos de thé qui exhalait un parfum floral. C'était une femme menue, aux cheveux gris acier et aux yeux perçants qui ne laissaient rien passer. Monsieur Crane, dit-elle, en posant les beignets sur la table de la salle de repos. J'ai appris pour Madame Crane. Vous allez bien? Les nouvelles se répandaient vite dans notre quartier. Je vais bien, Madame Chen. Merci de vous en soucier. Elle scruta mon visage avec l'intensité d'un inspecteur des douanes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, un congé, quelqu'un à qui vous confier, n'hésitez pas à demander. J'apprécie. Ce dont j'avais besoin, c'était d'informations, mais je ne pouvais pas solliciter l'aide de mes employés pour espionner mon ex-épouse et son amant. Cela devait venir d'autres sources. Je consacrais la matinée à une commande urgente pour les formulaires d'inscription des électeurs de la ville pour les prochaines élections municipales. C'était une tâche stupide et répétitive qui permettait à mon esprit de formuler des plans. Vers midi, j'avais l'ébauche d'une stratégie. Premièrement, je devais acquérir plus de connaissances sur Graham et Trish Loring. Dave avait mentionné une sœur, ce qui impliquait une histoire familiale, potentiellement des vulnérabilités partagées. J'avais des relations dans toute la ville grâce à mon entreprise. Des clients qui étaient employés dans des banques, des agences immobilières et des bureaux gouvernementaux. Des personnes qui m'étaient redevables ou qui aimaient simplement les commérages. Deuxièmement, je devais tout documenter méticuleusement. Les fabrications d'Élise, l'implication de Graham et la chronologie de leur liaison. Pas pour un recours juridique. L'infidélité n'était pas un motif suffisant dans le système de divorce sans faute de New York, mais pour une ruine sociale. Dans une métropole de cette magnitude, la réputation avait plus de valeur que la richesse. Troisièmement, je devais faire preuve de patience. La vengeance est un plat qui se mange froid, comme dit le dicton, mais c'est aussi un plat qui exige une préparation méticuleuse. Précipiter l'entreprise, et on se retrouve avec quelque chose de bâclé et insatisfaisant. Je contemplais les aspects les plus subtils du combat social lorsque Monica Reeves entra dans ma boutique. Monica était l'une des amies les plus proches d'Élise, une agente immobilière aux cheveux blonds platine et avec un rire qui pouvait briser le verre. Elle était spécialisée dans la commercialisation de condominiums hors de prix auprès de jeunes professionnels qui manquaient de discernement. Et elle possédait un don pour extraire des détails personnels de conversations anodines. « Jonah !» s'exclama-t-elle, sa voix dégoulinant d'une sympathie artificielle. « Je viens d'apprendre pour toi et Élise. Je suis si désolé. » « Merci, Monica. Ces choses arrivent. » Elle s'appuya contre mon comptoir, se positionnant pour une récupération optimale de potin. Je n'avais pas la moindre idée qu'elle était malheureuse. Elle ne m'a jamais parlé de difficultés conjugales. Menteuse. Monica était au courant de chaque détail du mariage de chacun, souvent avant même que les conjoints concernés n'en soient conscients eux-mêmes. Si Élise avait une liaison, Monica en était au courant depuis le début. C'était plutôt brusque, dis-je, jouant le jeu. Elle a affirmé qu'elle attendait l'enfant d'un autre homme et qu'elle avait besoin de recommencer à Boston. Les yeux de Monica s'écarquillèrent avec ce qui semblait être une véritable surprise. Enceinte? En es-tu certain? C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a dit que le père était Graham Loring. Graham Loring? La voix de Monica monta d'une octave. Le spécialiste en cybersécurité avec le loft extravagant. Tu le connais? Je lui ai vendu ce loft il y a 3 ans. Bel endroit. Vue splendide sur le fleuve. Elle fit une pause, traitant cette information. Mais Jonah, je ne crois pas qu'Élise soit enceinte. Que veux-tu dire? Monica jeta un coup d'œil autour de la boutique, s'assurant de notre intimité. Sam était dans l'arrière-boutique,
et Madame Chen était partie déjeuner. J'ai pris un verre avec Élise il y a 2 semaines, dit-elle à voix basse. Elle buvait du vin. Une quantité considérable de vin, et elle a fait allusion au fait que son médecin lui recommandait une forme de chirurgie, mais qu'elle la reportait. Une chirurgie ? Comme les options chirurgicales que le docteur Hoffman avait mentionnées pour les trompes de Fallope bloquées d'Élise, celles qu'Élise avait refusées. Peut-être qu'elle n'était pas au courant de sa grossesse à ce moment-là, suggérai-je. Peut-être. Monica ne semblait pas convaincue. Mais il y a quelque chose de plus. Jade Peterson a observé Élise et Graham dans ce restaurant chic de State Street le mois dernier. Elle a déclaré qu'ils semblaient être engagés dans une sorte d'altercation. Jade Peterson était une autre membre du cercle social d'Élise, une hygiéniste dentaire avec un talent pour être au bon endroit au mauvais moment. Si elle avait vu Élise et Graham se disputer, cela indiquait que leur relation n'était pas aussi harmonieuse qu'ils souhaitaient le faire croire aux autres. Jade a-t-elle entendu le sujet de leur dispute ? Elle n'a pas pu s'approcher suffisamment sans attirer l'attention, mais elle a déclaré que Graham semblait furieux, et Élise pleurait. Monica s'approcha davantage, sa voix baissant jusqu'à un chuchotement conspirateur. Jonah, je soupçonne qu'il y a plus dans cette histoire qu'Élise ne te le révèle. Probablement ai-je acquiescé. Mais c'est sans importance maintenant. Elle a pris sa décision. Monica se redressa, visiblement déçue que je ne fournisse pas d'éléments plus croustillants pour alimenter la machine à rumeurs. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit ou quelqu'un à qui te confier, de l'aide pour la maison, peu importe, rappelle-moi, compris ? Je le ferai. Merci, Monica. Après son départ, je me suis assis derrière mon bureau et j'ai réfléchi à ces révélations. Élise buvant abondamment 2 semaines auparavant, se disputant avec Graham, reportant une opération qui aurait pu résoudre ses problèmes de fertilité. Rien de tout cela ne correspondait à l'image d'un couple heureux entamant un nouveau chapitre ensemble. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro du cabinet du docteur Patricia Hoffman. C'était un coup de poker, mais ça valait la peine d'essayer. Cabinet du docteur Hoffman, Jennifer à l'appareil. Bonjour, ici Jonah Crane. Je vous appelle au sujet de ma femme, Élise Crane. Elle est suivie par le docteur Hoffman, et je souhaiterais prendre rendez-vous pour une consultation concernant des traitements de fertilité. Permettez-moi de consulter son dossier. Il y a eu une pause, accompagnée du bruit de frappe au clavier. Je suis au regret de vous informer, monsieur Crane, que Madame Crane a spécifiquement demandé que nous ne discutions de son cas avec personne, y compris les membres de sa famille. Secret professionnel, vous comprenez. Bien sûr. Mais pourriez-vous me dire si elle a prévu des rendez-vous de suivi ? J'essaie de coordonner nos agendas. Une autre pause. Je ne vois aucun rendez-vous à venir pour Madame Crane. En fait, elle a annulé sa dernière visite prévue et a demandé que son dossier soit transféré à un cabinet à Boston. Boston ? Quand cela s'est-il produit ? Vendredi dernier. La veille de son départ avec Graham. Élise avait effacé ses traces, s'assurant que ses antécédents médicaux seraient inaccessibles à quiconque pourrait enquêter. Ingénieux, mais pas suffisamment. Merci, ai-je dit. Je contacterai directement le cabinet de Boston. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé par la fenêtre le ciel sombre de novembre. Élise préparait ça depuis des semaines, peut-être des mois. Le transfert des dossiers médicaux, les disputes avec Graham, les mensonges concernant la grossesse. Tout cela faisait partie d'un stratagème élaboré que je ne comprenais pas encore entièrement. Cependant, une compréhension plus claire commençait à se faire jour en moi, et j'ai trouvé ses implications inquiétantes. Mon téléphone portable a vibré, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. Au courant pour Élise. Si tu veux connaître la vérité sur Graham Loring, retrouve-moi chez Murphy S ce soir à 9h. Viens seul. Tété, comme Trish, la sœur de Graham. J'ai immédiatement supprimé le message et je suis retourné à mon travail, mais mes pensées sont restées agitées. Si Trish Loring cherchait à s'entretenir avec moi au sujet de son frère, cela signifiait que cette histoire était plus complexe qu'une simple infidélité. Cela impliquait que Graham avait des ennemis au sein même de sa famille. Cela signifiait que je n'étais peut-être pas seul à affronter cette épreuve. Murphy S était bondé ce mardi soir, peuplé de l'assortiment habituel d'ouvriers du bâtiment, de retraités et d'habitants du coin sans autre endroit où aller. Je suis arrivé précisément à 9h et j'ai pris place dans une cabine d'angle, ce qui me permettait d'observer l'entrée. Davy, derrière le bar,
m'a jeté un regard interrogateur lorsque j'ai commandé du whisky au lieu de ma bière habituelle. Journée difficile, a-t-il demandé. De plus en plus, ai-je répondu. J'ai parcouru l'établissement du regard, essayant d'identifier une candidate potentielle pour la sœur de Graham. Si une femme demande après moi, dirige-la ici, tu veux bien? Bien sûr, a-t-il répondu. Tu peux m'en dire plus? Pas encore, mais j'aurai peut-être besoin d'un service plus tard. Davy a acquiescé et a repris son travail derrière le bar. Ses années en tant que policier lui avaient donné la capacité de discerner quand quelqu'un était engagé dans des manœuvres stratégiques, et il avait l'intelligence de s'abstenir de poser trop de questions. À 9h15, une femme, qui semblait avoir une trentaine d'années, est entrée dans l'établissement. Elle était grande et mince, ses cheveux noirs de jet tirés en arrière en une queue de cheval. Elle portait un jean et une veste en cuir usé. Elle a examiné la pièce avec la prudence caractéristique de quelqu'un qui avait appris à se méfier des environnements inconnus, et lorsque nos regards se sont croisés, je l'ai reconnue, c'était Trish Loring. Elle s'est approchée de ma cabine avec une assurance née d'expérience éprouvante qui aurait accablé d'autres personnes. Jonah Crane. Sa voix avait une tonalité rauque, signe d'un tabagisme excessif ou de fréquentes vociférations. C'est moi. Vous devez être Trish. Elle se glissa sur la banquette en face de moi et fit signe à Davy pour une boisson. Bourbon sec, annonça-t-elle, ramenant son attention sur moi. Alors, vous êtes le mari. L'ex-mari, techniquement. Les papiers du divorce doivent être déposés demain. Tant mieux. Élise est toxique, et mon frère est trop obtus pour s'en rendre compte. Davy lui apporta son bourbon et se retira discrètement à bonne distance. Trish savoura sa boisson et scruta mes traits comme si elle essayait de déchiffrer une énigme complexe. Vous me semblez familier, remarqua-t-elle finalement. Avons-nous fréquenté le même établissement scolaire? Lincoln High, promotion 2004. Bien que, si je me souviens bien, vous étiez une année en dessous de moi. C'est exact. Trish Loring, promotion 2005. Je me souviens de vous maintenant. Vous étiez en couple avec cette pom-pom girl. Comment s'appelait-elle? Sarah. Mitchell. C'est juste, Sarah. Qu'est-elle devenue? Elle a épousé un avocat, a déménagé à Albany. 2 enfants et un monospace. Je me penchai légèrement en avant. Cependant, je doute que vous m'ayez convoqué ici pour évoquer nos années lycée. L'expression de Trish se durcit. En effet, ce n'est pas le cas. J'ai sollicité votre présence car mon frère est sur le point de commettre la plus grave erreur de son existence, et j'ai supposé que vous pourriez être enclin à m'aider à l'empêcher. Quel genre d'erreur? Elle prit une autre gorgée de bourbon, ordonnant ses pensées. Graham se croit amoureux de votre femme. Il est persuadé qu'elle porte son enfant et qu'ils vont mener une vie de bonheur à Boston. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'Élise le manipule depuis le début. Comment le savez-vous? Parce que je l'ai observé, je l'ai suivi, j'ai écouté ses conversations téléphoniques, et j'ai fouillé dans ses affaires pendant ses séjours chez Graham. Trish remarqua mon expression et haussa les épaules. Je suis protectrice envers ma famille, même quand ils se comportent stupidement. Qu'avez-vous découvert? Élise consulte une thérapeute, le docteur Rebecca Martinez, sur Elm Street, 2 fois par semaine depuis 4 mois. Je l'ai suivie là-bas et j'ai soudoyé la réceptionniste du docteur Martinez pour obtenir des informations. C'est illégal. Tout comme la fraude, qui est le délit que votre femme est en train de commettre. Trish sortit son téléphone et me montra une photo d'un flacon de médicaments sur ordonnance. Élise prend des antidépresseurs et des anxiolytiques. À forte dose. Le genre de substance qui représenterait un danger pour une femme enceinte. J'examinai l'image. La prescription portait une date d'il y a 2 semaines, bien après qu'Élise aurait soi-disant eu connaissance de sa grossesse. Il y a plus, continua Trish. J'ai accédé illégalement à sa messagerie électronique. Ne me demandez pas comment. Vous êtes mieux de ne pas savoir. Elle correspond avec un juriste à Boston au sujet de la création d'une nouvelle identité. Un nouveau numéro de sécurité sociale, un historique de crédit vierge, le package complet. Pourquoi aurait-elle besoin d'une nouvelle identité? Parce qu'elle fuit quelque chose. Ou quelqu'un. Trish se pencha au-dessus de la table. Jonah, votre femme ne vous quitte pas seulement pour mon frère. Elle disparaît complètement. Et elle se sert de Graham comme moyen de s'échapper d'ici.
J'eus une sensation de froid qui n'était pas due au temps automnal. De quoi fuit-elle? Je n'ai pas encore pu le déterminer. Mais j'ai l'intention de le découvrir. Trish finit son bourbon et posa le verre sur la table avec un bruit sec. La question pertinente est, êtes-vous prêt à m'aider? Que proposez-vous précisément? Graham doit récupérer un bail dans un certain motel situé à l'extérieur de la ville demain soir. Ils ont l'intention de partir ensemble pour Boston, et il envisage de la demander en mariage en cours de route. Il a acheté une bague, ornée d'un diamant de 2 carats. D'une valeur de 15 000 $. Comment avez-vous toutes ces informations? J'ai installé une application de suivi sur son téléphone portable et un dispositif d'écoute dans sa voiture. Comme je l'ai dit, je suis protectrice. Le sourire de Trish était aussi tranchant que du verre brisé. Voici ce que je suggère que nous fassions. Nous les suivons jusqu'au motel et nous les confrontons ensemble. Vous présentez à Graham les documents médicaux prouvant qu'Élise ne peut pas être enceinte, et je lui fournirai les preuves indiquant son intention de s'enfuir avec ses ressources financières. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle en veut à son argent? Parce qu'il y a 3 jours, Graham a transféré 50 000 $ de son compte professionnel vers un compte joint qu'il a ouvert avec Élise. Il pense que c'est pour leur nouvelle vie ensemble. Je prétends que c'est sa stratégie de sortie. 50 000 $. Suffisant pour disparaître complètement, pour recommencer à zéro dans un autre endroit avec un autre nom et un casier vierge. Mais pourquoi Élise avait-elle besoin de disparaître? De quoi fuyait-elle qui valait la peine de détruire 2 mariages et de voler l'homme qu'il aimait? Il y a autre chose, dit Trish d'une voix calme. Quelque chose que je ne vous ai pas encore révélé. Quoi? Ce n'est pas la première fois que Graham s'entiche d'une femme qu'il exploite. Il y a 3 ans, il était fiancé à une femme du nom de Rebecca Torres. Elle a affirmé qu'elle était enceinte de son enfant, elle aussi. Elle l'a amené à financer une maison, une voiture, et une pléthore d'autres objets coûteux. Puis, un jour, elle a simplement disparu. Emportant tout et s'évanouissant dans la nature. A-t-il signalé l'incident aux autorités? Il a essayé de le faire, mais techniquement, elle n'avait rien dérobé. Il lui avait donné accès à ses comptes, avait volontairement mis son nom sur le bail et avait tout acquis en guise de cadeau. Légalement, elle n'avait commis aucune infraction. Alors, vous pensez qu'Élise exécute la même tromperie? Je suppose qu'Élise a appris des erreurs de Rebecca. Cette fois, elle fait preuve de plus de prudence, de plus de minutie. La grossesse fabriquée, la nouvelle identité, le déménagement dans une autre ville. Tout est méticuleusement conçu pour s'assurer que Graham ne puisse pas la retrouver après sa fuite. Je me suis enfoncé dans ma banquette, essayant d'assimiler tout ce que Trish venait de me dire. Ma femme n'était pas simplement une menteuse infidèle. C'était une escroc chevronnée qui avait comploté pour démanteler mon existence dans le cadre d'un stratagème de vol complexe. Pourquoi vous confiez-vous à moi, demandai-je. Pourquoi ne pas simplement confronter Graham vous-même? Parce qu'il n'écoutera pas mes conseils. Il croit que je suis jalouse de ses relations, que j'essaie de saper son bonheur. La voix de Trish trahissait des années de frustration accumulées. Mais il pourrait vous écouter. Vous êtes le mari lésé, la partie blessée. Si vous lui présentez des preuves irréfutables qu'Élise a menti au sujet de sa grossesse, cela pourrait suffire à dissiper le charme qu'elle a jeté sur lui. Et si cela s'avère inefficace? Alors nous les laissons partir pour Boston, et Graham apprendra à ses dépens que certaines leçons se paient 50 000 $. J'ai longuement réfléchi, évaluant les risques et les bénéfices potentiels. Si les affirmations de Trish étaient exactes, alors l'aider à secourir Graham constituerait également une forme de rétribution pour ce qu'Élise m'avait fait. Si ces hypothèses étaient erronées, j'interférerais dans la relation d'une autre personne sur la base du témoignage d'une femme qui avouait se livrer au harcèlement et à la surveillance illégale. Cependant, mon souvenir a été soudainement ravivé par l'expression sur le visage d'Élise lorsqu'elle m'avait annoncé sa grossesse, les larmes répétées et la vulnérabilité délibérément créée. Je me suis souvenu des documents médicaux cachés derrière ses vêtements d'hiver et du réseau élaboré de mensonges qu'elle avait tissé pour susciter chez moi un sentiment d'inadéquation en tant que mari. Quel est le plan, demandai-je. Trish a souri, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée chez Murphy, elle a semblé sincèrement satisfaite. Demain soir à 20 h, Graham doit récupérer Élise au motel Riverside sur la route 9. Nous attendrons leur arrivée. Elle a sorti une carte de visite et a écrit quelque chose au verso. C'est mon numéro de téléphone. Contactez-moi demain après-midi, et je vous fournirai les détails.
Elle s'est levée et a déposé 20 $ sur la table, suffisamment pour couvrir le coût de nos 2 boissons et un pourboire généreux. Jonah. Elle s'est arrêtée au bord de la banquette. Je vous présente mes excuses pour ce que mon frère a infligé à votre mariage. Il n'est pas foncièrement une mauvaise personne. Il est simplement sensible aux femmes qui ont l'aptitude à la manipulation. Nous avons tous nos faiblesses, ai-je répondu. En effet, mais certains d'entre nous tirent des leçons de nos erreurs passées. Trish s'est dirigée vers la sortie, puis s'est arrêtée et s'est retournée vers moi. De plus, vous pourriez envisager d'examiner de près vos comptes bancaires communs. Si Ellie suit le même modus operandi que Rebecca Torres, elle a probablement réaffecté des fonds depuis plusieurs semaines. Après son départ, je suis resté assis dans la banquette pendant encore 1 heure, savourant lentement mon whisky et contemplant tout ce que j'avais découvert. En arrivant enfin chez moi, je suis allé directement à mon ordinateur et j'ai accédé à notre système bancaire en ligne. Notre compte courant commun, qui contenait 3 000 $ lors de ma dernière vérification une semaine auparavant, affichait désormais un solde de 47 centimes. Notre compte d'épargne commun, qui contenait 12 000 $, notre fonds d'urgence méticuleusement accumulé au fil d'années de budgétisation prudente, était entièrement épuisé. Élise ne s'était pas contentée de me voler ma femme, elle s'était également enfuie avec mes fonds. J'imprimais les relevés bancaires et les ajoutais au dossier de plus en plus volumineux que j'avais initié, contenant ces dossiers médicaux. Le lendemain soir, Graham Loring allait découvrir la vérité concernant la femme qu'il croyait aimer. Suite à cette révélation, Élise subirait les conséquences d'avoir tenté de détruire Jonah Crane. Le Riverside Motel se dressait le long de la route 9, telle une relique d'une époque plus optimiste, une époque où les familles partaient en voyage en voiture et où les motels promettaient l'aventure plutôt que le désespoir. Il avait dégénéré en un établissement où les individus recherchaient l'anonymat pour quelques heures ou quelques jours, où le réceptionniste s'abstenait de poser des questions, et où la chambre portait le parfum du désinfectant et des aspirations brisées. Je positionnais ma camionnette derrière un groupe de pins, ce qui me permettait d'avoir une vue dégagée sur l'entrée du motel tout en me cachant de la route. Trish était arrivée 10 minutes auparavant à bord d'une Honda Civic noire et se tenait dans l'ombre près de la machine à glaçons, vêtue de vêtements sombres et munie d'un appareil photo équipé d'un téléobjectif. À 8 heures précises, la BMW de Graham pénétra sur le parking. À travers des jumelles, je l'observais sortir du véhicule et se diriger vers la chambre 12, marchant avec l'allure assurée d'un homme convaincu qu'il était sur le point de commencer une nouvelle existence avec la femme qu'il chérissait. Il frappa à la porte, et Élise répondit, vêtue d'une robe bleue qui m'était auparavant inconnue. Même de loin, je discernais qu'elle avait modifié sa coiffure, la raccourcissant et la fonçant. Elle était en train de se transformer en quelqu'un d'autre, se débarrassant de son ancienne identité à la manière d'un serpent qui mue. Ils s'embrassèrent sur le pas de la porte, et Graham lui présenta un petit objet, vraisemblablement la bague de fiançailles dont Trish avait fait allusion. La réaction d'Élise fut exactement celle qu'il avait pu anticiper, surprise, joie et larmes de bonheur. Elle était, indéniablement, une actrice talentueuse. Je devais reconnaître ce point. Mon téléphone vibra, signalant un texto de Trish, donne-leur 5 minutes, puis on entre. Je consultai ma montre et m'efforçai de calmer mon anxiété croissante. Dans 5 minutes, je confronterai mon ex-femme et son amant avec des preuves irréfutables de leur tromperie et de leur vol. Dans 5 minutes, je serai témoin de la désintégration de leur plan méticuleusement élaboré. Dans 5 minutes, je déterminerai la vraie nature de mon caractère. Les minutes avançaient avec une lenteur agonisante. À travers les jumelles, je pouvais observer Graham et Élise à travers la fenêtre de la chambre de motel, assis sur le lit et engagés dans une conversation animée. Elle montrait quelque chose sur son téléphone, très probablement des images d'échographie ou des résultats de tests de grossesse fabriqués qu'elle avait acquis sur Internet. Mon téléphone vibra une fois de plus. Maintenant, je sortis de ma camionnette et traversai le parking, le cœur battant contre ma cage thoracique. Trish sortit de l'ombre et synchronisa son pas avec le mien, son appareil photo prêt et son expression résolue. « Souviens-toi, chuchota-t-elle alors que nous approchions de la chambre 12, laisse-moi gérer le dialogue initial. Graham a besoin d'examiner les preuves avant d'accepter quoi que ce soit que nous disions. » Je hochai la tête et frappai à la porte. « Qui est-ce » La voix de Graham était étouffée par le bois bon marché. « La direction de l'hôtel, » annonça Trish avec un accent artificiel. « Nous avons besoin d'accéder à votre chambre pour inspecter votre climatiseur. » Une fuite de gaz a été signalée dans cette section. La porte s'ouvrit, et le visage de Graham passa de la perplexité à la reconnaissance à la colère en un clin d'œil. « Qu'est-ce que tu fous ici, Trish ?
te sauver de commettre la plus grave erreur de ta vie, rétorqua TL, le poussant pour entrer dans la pièce. Je suivis, verrouillant la porte derrière nous. Élise était assise sur le lit, portant toujours la bague de fiançailles que Graham lui avait offerte. En me voyant, son teint devint cendré. « Jonah, comment m'as-tu retrouvé ?» Ce n'était pas particulièrement difficile. Je sortis le dossier que je portais et le posai sur la petite table à côté de la fenêtre. « Il paraît que tu n'es pas aussi maligne que tu le crois. » Graham s'interposa entre nous, ses mains serrées en poing. « Je ne suis pas certain du genre de jeu auquel vous essayez de jouer, mais vous devez partir immédiatement. » « Pas de jeu, mon frère, affirma Trish, levant son appareil photo. Simplement quelques faits que tu devrais examiner avant de partir au coucher du soleil avec ta copine soi-disant enceinte. Elle prit rapidement une série de photos, montrant Graham et Élise ensemble. La bague de fiançailles, la chambre de motel. Tout ce qui immortaliserait ce moment pour la postérité. Arrête ça. Élise se leva, sa voix perçant l'air, teintée de panique. Vous n'avez pas le droit de... Je possède tous les droits, l'interrompis-je, en ouvrant mon dossier. À commencer par ces dossiers médicaux qui attestent de votre incapacité à concevoir, Élise. Obstruction bilatérale des trompes de Fallope, affection permanente, datée d'il y a 6 mois. Je présentai les documents à Graham, qui les examina avec une confusion et une horreur croissante. Ce ne peut pas être exact, déclara-t-il, levant les yeux vers Élise. Tu es enceinte. Nous attendons un enfant. Les dossiers sont falsifiés, insista Élise avec désespoir. Jonah a dû les faire fabriquer pour saboter notre relation. Il ne supporte pas l'idée que je puisse trouver le bonheur avec un autre homme. Ah bon? Trish récupéra son téléphone et présenta à Graham les photos qu'elle avait prises des flacons de médicaments d'Élise. Alors, expliquez pourquoi vous ingérez des antidépresseurs et des anxiolytiques, ce qui représenterait un risque pour une femme enceinte. Expliquez pourquoi vous consultez un thérapeute 2 fois par semaine et consommez de l'alcool de manière excessive dans les restaurants de toute la ville. Le visage de Graham était maintenant cendré, les papiers tremblants dans sa main. Élise, assure-moi que c'est faux. Dis-moi que tu es bien enceinte. Élise scruta la pièce comme un animal acculé, ses yeux passant d'un visage à l'autre à la recherche d'une issue qui n'existait pas. Je peux tout expliquer, finit-elle par concéder. Oui, j'ai des problèmes de fertilité. Cependant, les médecins se sont trompés. Je suis enceinte. C'est un miracle. Une chance sur 1 million. Les médicaments sont sans danger. Mon médecin a approuvé leur utilisation, et la thérapie est uniquement destinée à m'aider à faire face au stress de la fin de mon mariage. C'était une tentative courageuse, mais finalement insuffisante. Alors, vous ne vous opposerez pas à subir un test de grossesse, suggéra Trish, en sortant un kit de test à domicile de la poche de sa veste, immédiatement, en présence de nous tous. Le silence qui suivit était assourdissant. Élise fixa le test de grossesse comme s'il s'agissait d'une arme chargée, ses mensonges méticuleusement construits s'effondrant autour d'elle. Je ne suis tenu de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, déclara-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Non, vous ne l'êtes pas, approuvai-je. Mais vous voudrez peut-être expliquer ceci. Je tendis à Graham les relevés bancaires qui détaillaient nos comptes vidés. 15 000 $ transférés de nos comptes joints au cours des 3 dernières semaines, continuai-je. Des montants modestes au début, augmentant au fur et à mesure que sa confiance grandissait. Le dernier transfert a eu lieu hier. Le jour même où vous avez transféré 50 000 $ sur un compte joint portant son nom. Graham examina les relevés, puis Élise, puis de nouveau les relevés. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin dans son esprit. Tu l'as volé, murmura-t-il. Tu as volé ton propre mari. Ce n'était pas un vol, protesta Élise. C'était aussi mon argent. J'y avais droit. Et mon argent. La voix de Graham montait en puissance. Tu y avais droit aussi? Tu me l'as donné volontairement. Pour notre avenir commun. Pour notre enfant. Quel enfant? Graham criait maintenant. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a jamais eu d'enfant. Il jeta les dossiers médicaux et les relevés bancaires sur le sol et saisit Élise par les épaules. Depuis combien de temps orchestres-tu ça? Depuis combien de temps me trompes-tu? Graham, s'il te plaît, tu me fais mal. Réponds à la question. Trish s'avança et posa une main sur le bras de son frère. Graham la relâcha. Elle n'en vaut pas la peine. Il abandonna Élise et recula,
sa poitrine se soulevant sous l'effet de la rage et de la trahison. Elle s'effondra sur le lit, abandonnant finalement la façade d'innocence. « Vous voulez connaître la vérité ?» demanda-t-elle, sa voix glaciale et acerbe. « Très bien. Je planifie ça depuis 6 mois. Depuis que j'ai pris conscience des complications de fertilité. Depuis que j'ai compris que Jonah ne me donnerait jamais la vie que je méritais. » Elle me regarda avec une haine absolue. « Comprenez-vous ce que c'est que d'être marié à un individu satisfait de la médiocrité ? Quelqu'un qui se contente de gérer une modeste imprimerie dans une ville mourante ? Quelqu'un qui considère qu'un dîner agréable chez Applebee's et des vacances aux chutes du Niagara sont suffisants. Alors, vous avez décidé de me voler et de vous enfuir avec Graham ? J'ai décidé de prendre ce qui m'était dû pour 8 années d'existence gâchée. » Elle se tourna vers Graham. « Et oui, j'ai inventé la grossesse, mais j'aurais été une excellente compagne pour toi, Graham. Je t'aurais apporté de la joie. En me trompant ? En me volant ? » La voix de Graham était maintenant plus douce, plus menaçante que lorsqu'il criait. « Tu croyais vraiment que je ne découvrirais pas la vérité un jour ou l'autre ? Je pensais que nous serions suffisamment loin pour que cela n'ait plus d'importance. Nouvelle ville, nouvelles identités, nouvelle existence. » Élise se débarrassa de sa bague de fiançailles et la jeta à ses pieds. « Mais j'aurais dû prévoir que ta sœur psychotique s'en mêlerait. » « Ma sœur psychotique m'a simplement évité de faire une erreur à 50 000 $, rétorqua Graham, en reprenant la bague. Trish avait tout documenté sur son téléphone, et elle arrêta maintenant la vidéo en souriant. « Je crois que nous possédons ici suffisamment de preuves pour générer des publications sur les réseaux sociaux qui pourraient s'avérer intéressantes, déclara-t-elle. Qu'en penses-tu, Jonah ? Devrions-nous diffuser des informations sur le véritable caractère d'Élise ? » Avant que je puisse répondre, Élise se précipita vers la porte. Elle fit 3 pas avant que Graham ne lui saisisse le bras et ne la fasse pivoter. « Où crois-tu aller ? Lâche-moi, Graham. C'est terminé. C'est terminé quand j'aurai récupéré mon argent. » Quel argent ? Tu me l'as offert en cadeau sous de faux prétextes. Cela constitue une fraude. Le sourire de Graham était aussi glacial que celui de sa sœur. Je pense que la police manifesterait un intérêt considérable pour ton petite escroquerie. La contenance d'Élise finit par voler complètement en éclats. Elle se mit à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas la performance calculée qu'elle m'avait livrée 3 jours auparavant. S'il te plaît, sanglota T.L. Je te rembourserai. Je rembourserai tout le monde. S'il te plaît, ne contacte pas les autorités. Avec quel argent, demandai-je. Tu as dépensé le mien, et tu étais sur le point de t'enfuir avec le sien. Quels moyens vas-tu employer pour nous rembourser ? Elle n'avait aucune réponse à cette question. Nous sommes restés dans cette chambre de motel miteuse pendant encore 10 minutes, à peaufiner méticuleusement les détails de la reddition d'Élise. Elle restituerait l'argent qu'elle nous avait dérobé à tous les deux, signerait tous les documents juridiques nécessaires pour rendre le divorce clair et définitif, et disparaîtrait de nos vies pour toujours. En contrepartie, nous nous abstiendrions de porter plainte ou de diffuser des preuves de ces transgressions sur les plateformes de réseaux sociaux. Ce n'était pas la rétribution que j'avais envisagée, mais cela constituait un semblant de justice. Alors que nous nous préparions à partir, Graham me prit à part. « Je te dois des excuses, dit-il doucement, pour t'avoir volé ta femme, pour ne pas avoir discerné sa vraie nature, pour avoir été un imbécile. » « Nous avons tous les deux été des imbéciles, rétorquai-je. La différence réside dans le fait que tu as la possibilité de tirer les leçons de ton erreur de jugement. Moi, je dois tout recommencer. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je jetai un coup d'œil à Élise, qui ramassait ses affaires d'une main tremblante, ses aspirations d'évasion et de réinvention réduites en cendres. Je vais rentrer chez moi et découvrir comment être à nouveau heureux, déclarai-je. Cela risque de prendre du temps, mais je crois que je peux y parvenir. À l'extérieur du motel, Trish me raccompagna jusqu'à mon pick-up. « Merci, dit-elle. Je n'aurais pas pu m'en sortir sans toi. Merci de m'avoir révélé la vérité. Je n'aurais peut-être jamais découvert la réalité des machinations d'Élise. Ce qu'elle tramait était néfaste. Ce que nous avons accompli ce soir était juste. » Trish monta dans sa Honda et baissa la vitre. « Prends soin de toi, Jonah. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, vraiment de quoi que ce soit, tu sais comment me joindre. » Je rentrai chez moi en voiture à travers les rues paisibles de ma ville en déclin, devant les usines fermées et les devantures de magasins vides, devant le Murphy's Bar,
où les habitués étaient probablement en train de débattre des tribulations de quelqu'un d'autre à ce moment-là. En arrivant à ma maison sur Maple Street, je restai assis dans l'allée pendant plusieurs minutes, à contempler les fenêtres qui irradiaient une chaude lumière jaune. C'était ma maison maintenant, entièrement la mienne, dépourvue de mensonges, de tromperies et de plans élaborés. Pour la première fois depuis des mois, elle ressemblait à nouveau à un foyer. 2 semaines après la confrontation au Riverside Motel, j'étais assis dans le bureau de mon avocat, en train de signer les actes de divorce définitifs, lorsque Monica Reeves téléphona. « Jonah, il faut que tu vois ça » s'exclama-t-elle, la voix haletante d'excitation. « Regarde Facebook immédiatement. » Je la mis sur haut-parleur et lançai l'application Facebook sur mon téléphone portable. La première publication dans mon fil d'actualité provenait de Jade Peterson, et elle avait déjà été partagée 47 fois. Mesdames de notre belle ville, méfiez-vous de cette femme. Elise Cran, anciennement Elise Morrison, est une escroc menteuse, infidèle et voleuse qui a tenté de briser 2 mariages et de dérober des milliers de dollars à des hommes innocents. Elle a simulé une grossesse, vidé les comptes bancaires de son mari et envisageait de s'enfuir avec l'argent de son amant. Dieu merci, la vérité a éclaté avant qu'elle ne puisse nuire à qui que ce soit d'autre. Escroc, menteuse, chercheuse d'or. Sous le texte se trouvaient les photos que Trish avait prises au motel, Elise paraissant coupable et désespérée, Graham tenant les dossiers médicaux, et moi debout à l'arrière-plan avec mon dossier de preuves. Putain de merde, murmurai-je. C'est pas fini, dit Monica. Continue à faire défiler. Le message suivant était de Graham lui-même, un récit long et méticuleux de la façon dont Elise l'avait manipulée en lui faisant croire qu'elle était enceinte de son enfant. Il avait inclus des captures d'écran de virements bancaires, des copies des faux résultats de tests de grossesse qu'elle lui avait montrés, et une photo de la bague de fiançailles qu'il avait achetée pour elle. Je partage ce récit à titre d'avertissement pour les autres hommes, concluait son message. Elise Cran est une escroc professionnelle qui s'attaque aux personnes solitaires et confiantes. Elle a presque détruit ma famille et m'a coûté 50 000 $. Ne lui permettez pas de vous infliger la même chose. Ce message avait été partagé 63 fois et le nombre augmentait. Comment est-ce devenu public, ai-je demandé à Monica. Je pensais que nous avions convenu de garder le silence. Apparemment, Elise a tenté d'exécuter la même escroquerie sur quelqu'un d'autre, a répondu Monica, un homme qu'elle a rencontré en ligne. Après ta confrontation avec elle, il a déduit qu'elle ne disait pas la vérité et a commencé à se renseigner sur elle. Après avoir découvert les événements te concernant, toi et Graham, il a diffusé tout le récit sur Reddit. C'est devenu viral. À partir de ce moment, j'ai parcouru d'autres messages, observant la réputation de mon ex-femme se faire systématiquement démolir par des personnes qui ne l'avaient jamais rencontrée. Le récit se propageait au-delà de notre petite ville, étant repris par des blogs et des comptes de médias sociaux spécialisés dans la dénonciation d'escrocs et d'arnaqueurs. Jonah, tu es toujours là. Je suis là, j'essaie juste de digérer tout ça. Elle s'est attirée ça, a affirmé Monica fermement. Ce qu'elle t'a fait est inexcusable. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Peut-être. Cependant, assister à l'ampleur totale de l'opprobre et de l'humiliation publique s'abattant sur quelqu'un que j'avais autrefois aimé était étrange, comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti. Mon avocat, un homme mince nommé Robert Chen, qui est le neveu de Madame Chen, s'éclaircit la gorge. Monsieur Cran, si vous êtes prêt, nous pouvons finaliser ces documents. J'ai signé les papiers qui mettaient officiellement fin à mon mariage avec Elise Morrison Cran, 8 ans d'histoire commune réduit à du jargon juridique et des cachets de notaire. Félicitations, a déclaré Robert en me serrant la main. Vous êtes un homme libre. Cet après-midi-là, je suis allé chez Murphy pour célébrer ma nouvelle liberté. David travaillait de jour, et il m'a servi une bière avant même que je ne la demande. J'ai vu les messages sur Facebook, a-t-il remarqué. Une sacrée histoire. Pas la fin que je souhaitais, mais je ne peux pas dire que je suis surpris. Vous vous sentez mal pour elle. J'ai réfléchi à la question en buvant ma bière. Est-ce que je ressentais de l'empathie pour Elise? Elle m'avait menti, m'avait volé, avait essayé de détruire ma vie dans le cadre d'un jeu d'escroquerie complexe. Elle avait manipulé Graham pour qu'il tombe amoureux d'elle, puis avait comploté pour s'enfuir avec ses fonds et l'abandonner brisé et trahi. Cependant, elle était aussi une femme qui avait été assez désespérée pour construire une existence fantastique élaborée plutôt que d'affronter la réalité de ses limites. Elle était tellement insatisfaite de sa vie authentique qu'elle avait été prête à commettre des crimes pour y échapper. Je ressens de l'empathie pour la personne que je croyais qu'elle était, ai-je finalement déclaré,
La femme que j'ai épousée, celle que je pensais connaître depuis 8 ans, mais cette personne n'a jamais réellement existé. Et Graham? Vous êtes amis maintenant? Pas précisément amis, mais nous nous comprenons. J'ai pris une autre gorgée de bière. Il s'avère que nous avons tous les deux succombé au même mensonge, ce qui fait de nous des frères d'une manière particulière. Le bar était tranquille pour un mardi après-midi, il n'y avait que moi et un couple de retraités qui jouaient au billard dans l'arrière-salle. À travers la fenêtre, je pouvais apercevoir la rue où j'avais grandi, les bâtiments où j'avais appris à conduire, et les trottoirs où j'avais marché pour aller à l'école tous les matins pendant 12 ans. Ce n'était pas une grande ville, mais c'était ma ville, et pour la première fois depuis des mois, j'étais content d'être précisément là où j'étais. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Trish Loring. J'ai vu le drame sur Facebook. Tu tiens le coup? J'ai répondu, je vais bien. Comment va Graham? Mieux. Il consulte un thérapeute concernant sa propension à tomber amoureux des mauvaises femmes. Et toi? Je prends les choses au jour le jour. Merci pour tout, Trish. Merci à toi. Si tu as envie un jour de prendre un café et de te plaindre de notre goût désastreux en matière de personnes, fais-moi signe. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. Peut-être que j'accepterai son offre un jour, pas comme une perspective romantique, car je n'étais pas prêt pour ce genre de complications, mais comme un ami qui comprenait ce que ça faisait d'être trahi par quelqu'un en qui on avait confiance. Une autre bière, a demandé Davy. En fait, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai du travail à rattraper. J'ai quitté Murphy S et suis retourné à mon atelier, où Sam et Madame Chen géraient l'affluence de l'après-midi. La grande presse offset fonctionnait sans accroc, crachant des prospectus pour un restaurant du coin, et le parfum de l'encre et du papier imprégnait l'air comme un parfum. Patron, a crié Sam en me voyant, comment s'est passée la réunion avec l'avocat? C'est officiel. Je suis divorcé. Madame Chen a levé les yeux de son ordinateur et a souri. Félicitations, Monsieur Crane. Maintenant, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous mérite. Peut-être un jour. Pour l'instant, je me concentre simplement sur le retour à la normale. Cependant, qu'est-ce qui constituait la normalité pour moi maintenant? J'avais consacré 8 ans à me définir comme la moitié d'un couple, à prendre des décisions fondées sur les désirs d'Élise et à construire une vie centrée sur les rêves et les attentes d'une autre personne. Maintenant, je devais déterminer qui était Jonah Crane quand il était simplement Jonah Crane. J'ai consacré le reste de l'après-midi à travailler sur un projet que j'avais reporté pendant des mois, la mise à jour du site web de l'atelier et de sa présence en ligne. C'était un travail fastidieux, mais il était gratifiant de se concentrer sur quelque chose de concret et de réalisable. Alors que je téléchargeais de nouvelles photos de notre équipement, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas, Crane Printing, ici Jonah. Monsieur Crane, ici le détective Lisa Morrison de la police d'État. Je vous appelle concernant votre ex-femme, Élise Crane. Mon sang s'est glacé. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien physiquement, mais nous l'avons arrêtée pour fraude électronique et vol d'identité. Apparemment, elle a monté des escroqueries similaires dans 3 autres États au cours des 5 dernières années. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir venir faire une déclaration concernant vos expériences avec elle. 5 ans? Élise était une escroc professionnelle depuis 5 ans, ce qui impliquait qu'elle avait monté des escroqueries pendant la majeure partie de notre mariage. Alors que je travaillais 60 heures par semaine pour construire notre vie ensemble, elle avait comploté son évasion et pratiquait ses mensonges sur d'autres victimes. Monsieur Crane, vous êtes là? Oui, je suis là. Quand voulez-vous que je vienne? Demain matin serait bien. 10 heures, ça vous va? Je serai là. Après avoir mis fin à l'appel, je suis resté assis sur ma chaise de bureau et j'ai regardé le mur où Élise et moi avions accroché notre photo de mariage. Je l'avais enlevée le jour de son départ, mais je pouvais encore distinguer le faible contour où elle avait été, une image fantôme d'un bonheur qui n'avait jamais été authentique. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Graham. Jonah, je viens de recevoir un appel de la police. Ils ont arrêté Élise. J'ai entendu. Le détective Morrison souhaite que je fasse une déclaration demain. Moi aussi. Apparemment, nous n'étions pas ses premières victimes. La voix de Graham était contenue, pensive. Je n'arrête pas de penser à tous les signes que j'ai manqués, à tous les mensonges auxquels j'ai cru. Comment suis-je resté inconscient de sa véritable nature, ai-je demandé. Parce qu'elle était douée pour la tromperie, répondit-il,
ayant perfectionné ses compétences sur les autres pendant des années avant de nous cibler. Cela m'offre peu de réconfort, ai-je admis. Ce n'est pas le but, rétorqua Graham, mais cela devrait atténuer votre sentiment de bêtise. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Merci, je suppose. Graham, puis-je te poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré chez Élise? Je veux dire, qu'est-ce qui, chez elle, t'a motivé à poursuivre la femme d'un autre homme? Un long silence s'ensuivit. Honnêtement, je crois que mon désir pour elle découlait du fait qu'elle était à toi. Nous sommes rivaux depuis le lycée, en compétition pour les notes, les emplois et les femmes. En réalisant que tu possédais quelque chose que je n'avais pas, je me suis senti obligé de te le prendre. C'est tordu, ai-je observé. En effet, ça l'est. Je n'en tire aucune fierté. Un autre silence a rempli l'air. Cependant, si cela peut apporter un certain réconfort, elle avait l'intention de me trahir aussi profondément qu'elle t'a trahi. Peut-être même plus. En fait, cela offre un certain soulagement. Bien. Parce que je crois que nous avons tous les deux tiré une leçon précieuse de cette épreuve. Laquelle? Que certaines victoires ne valent pas la peine d'être obtenues. Après notre conversation, j'ai fermé la boutique et j'ai flâné vers la maison dans les rues tranquilles de mon quartier. Madame Roark s'occupait de sa cour avant, ratissait les feuilles, et elle m'a fait signe en me voyant. Bonsoir, Jonah. Comment allez-vous? Mieux que prévu, Madame Roark. Merci de votre inquiétude. Cette femme à vous n'était pas bonne, remarqua-t-elle, en s'appuyant sur son râteau. J'aurais pu vous prévenir il y a des années si vous aviez demandé. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit quand même? Parce que certaines leçons doivent être apprises par soi-même. Elle a repris le ratissage. De plus, maintenant vous êtes libre de chercher quelqu'un qui mérite vraiment votre affection. Dans mon domicile désolé, j'ai préparé le dîner et me suis installé à la table de la cuisine, en parcourant les nouvelles sur mon téléphone. Le récit de l'arrestation d'Élise avait déjà attiré l'attention des médias locaux, regorgeant de citations du détective Morrison au sujet de cet escroc sophistiqué qui s'attaquait à des hommes vulnérables dans plusieurs États. Mon téléphone vibrait incessamment, inondé de notifications, de demandes d'amis, de messages et de commentaires sur des publications que je n'avais jamais créées. Des personnes que je n'avais pas croisées depuis des années me contactaient pour exprimer leur sympathie, solliciter des détails, ou simplement satisfaire leur curiosité à propos du feuilleton qui avait monopolisé les réseaux sociaux ces 2 dernières semaines. J'ai désactivé mon téléphone et suis monté dans la chambre, mais le sommeil m'échappait. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête ces 5 années de mensonges, cette mascarade élaborée qui avait défini mon mariage à mon insu. Combien de nuits Élise s'était-elle allongée à mes côtés, orchestrant son prochain stratagème? Combien de fois m'avait-elle regardé en ne voyant qu'une proie mûre pour l'exploitation? Pourtant, mes pensées ont ensuite dérivé vers ce moment dans la chambre de motel, quand son masque avait fini par tomber, quand elle avait révélé la personne froide et calculatrice qu'elle était réellement, sous toute cette mise en scène et cette manipulation. À cet instant, elle avait cessé d'être ma femme pour se transformer en une étrangère, une personne que je n'avais jamais réellement connue. Et étrangement, cette réalisation était libératrice. Je ne pleurais pas la perte d'une personne authentique. Je pleurais la perte d'une illusion. La véritable Élise n'avait jamais éprouvé d'affection pour moi, n'avait jamais tiré de bonheur de notre vie commune, n'avait jamais désiré l'avenir que nous avions imaginé. Mais le véritable Jonah Crane, celui qui avait monté une entreprise à partir de rien, qui traitait ses employés équitablement, qui aidait ses voisins et payait ses impôts et s'efforçait d'être une personne décente. Cet homme était toujours là. Cet homme était libre de construire une nouvelle vie fondée sur la vérité plutôt que sur le mensonge. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, je me suis endormi avec le sourire. La caserne de la police d'État était un édifice moderne qui semblait avoir été conçu par quelqu'un qui ne connaissait pas la représentation des commissariats de police au cinéma, tout en verre et en acier plutôt qu'en briques et en intimidation, avec un hall d'entrée qui aurait pu appartenir à un siège social. Le détective Lisa Morrison m'a accueilli dans la salle d'attente à 10 heures précises. Elle paraissait plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux roux courts et un regard direct qui devait inciter les criminels à avouer juste pour éviter de la décevoir. Monsieur Crane, merci d'être venu. Je comprends que ce ne doit pas être facile pour vous. Elle m'a escorté dans une petite salle de conférence meublée d'une table, de 2 chaises et d'un appareil d'enregistrement qui ressemblait à quelque chose sorti d'un film d'espionnage. Avant de commencer,
je tiens à vous assurer que vous n'êtes en aucun danger sur le plan juridique, a-t-elle déclaré en s'installant sur sa chaise. Vous êtes la partie lésée ici, pas l'auteur des faits. Cependant, votre témoignage pourrait s'avérer crucial pour étayer un dossier contre votre ex-femme. Combien d'autres parties lésées avons-nous recensées? Cet homme dans 4 États, remontant sur 5 ans. Le montant total détourné est d'environ 300 000 $. Le détective Morrison a déplié un dossier volumineux. Cependant, nous soupçonnons qu'il pourrait y avoir d'autres parties lésées qui ne se sont pas encore manifestées. 300 000 $. Élise avait exécuté des escroqueries pendant une demi-décennie, perfectionnant sa technique sur une succession d'hommes qui avaient commis la même erreur que moi, croire que quelqu'un pouvait réellement se soucier d'eux. Parlez-moi de votre relation avec Élise, m'a demandé le détective Morrison en activant l'appareil d'enregistrement. Commencez par le début. J'ai tout raconté. Comment nous nous étions rencontrés dans une librairie du centre-ville, comment elle avait manifesté de l'intérêt pour mes aspirations à développer l'imprimerie, comment elle avait emménagé chez moi au bout de 6 mois et m'avait épousé 2 ans plus tard. J'ai exposé les changements progressifs dans son comportement. Les mensonges concernant son désir d'avoir des enfants, la découverte de son dossier médical. Avez-vous jamais soupçonné qu'elle puisse fréquenter d'autres hommes pendant votre mariage? Pas avant la fin. Elle était douée pour dissimuler ses activités. J'ai repensé à toutes les nuits où elle prétendait travailler tard, à toutes les excursions du week-end pour rendre visite à des amis que je n'avais jamais rencontrés. Cependant, avec le recul, il y avait des indices que j'aurais dû discerner. Quel type d'indices? De nouveaux vêtements qu'elle affirmait avoir achetés en solde, mais je n'ai jamais trouvé de reçu. Des appels téléphoniques auxquels elle répondait dans une autre pièce. Une soudaine envie d'améliorer son apparence. De nouvelles coiffures, du maquillage coûteux, des abonnements à une salle de sport qu'elle n'a jamais utilisée. Le détective Morrison prenait des notes méticuleusement pendant que je parlais, demandant occasionnellement des éclaircissements ou des détails supplémentaires. Après 1 heure, elle a désactivé l'appareil d'enregistrement et s'est adossée à sa chaise. Monsieur Crane, je dois vous poser une question, et je vous implore d'être entièrement sincère avec moi. D'accord. Avez-vous jamais soupçonné que votre femme pouvait être impliquée dans des activités illicites? Avez-vous eu la moindre indication qu'elle pouvait être en train de monter des escroqueries ou d'arnaquer d'autres personnes? J'y ai réfléchi attentivement. Non. Bien au contraire, je la percevais comme excessivement honnête. Elle m'avertissait systématiquement quand les caissiers lui rendaient trop de monnaie, insistait constamment pour que nous payions notre part équitable des additions au restaurant quand nous dînions avec des amis. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que ça pouvait être une mise en scène. C'est en fait assez courant chez les escrocs professionnels. Ils cultivent une image publique qui est l'antithèse de leur vraie nature, ce qui rend plus difficile pour les gens de les soupçonner. Comment l'avez-vous appréhendé? La détective Morrison esquissa un sourire sinistre. Elle est devenue avide et imprudente après sa confrontation avec vous et Graham Loring. Elle aurait dû disparaître un certain temps, se faire oublier jusqu'à ce que la situation se calme. Au lieu de cela, elle a immédiatement commencé à travailler sur une nouvelle proie, un veuf à Albany qui avait publié une annonce sur un site de rencontre à la recherche de compagnie. Permettez-moi de deviner. Elle lui a aussi dit qu'elle était enceinte. Stratégie différente. Cette fois, elle prétendait être une infirmière qui avait perdu son emploi à cause de réductions budgétaires et qui avait besoin d'argent pour déménager et trouver un nouveau poste. Un récit remarquablement pathétique, remarquablement crédible. Cependant, l'individu avait vu les publications Facebook concernant ses précédentes escroqueries, et il nous a contactés au lieu de lui fournir des fonds. Donc elle est involontairement tombée dans un piège. Précisément. Nous avons organisé une opération d'infiltration, en demandant à la partie lésée d'organiser une rencontre avec elle dans un restaurant pour lui remettre les fonds qu'elle avait demandés. Elle est arrivée avec de faux diplômes d'infirmière, de fausses lettres de recommandation, même de faux bulletins de salaire de l'hôpital où elle prétendait avoir travaillé. La détective Morrison secoua la tête. Nous l'avons appréhendée sur le parking avec toutes les preuves accablantes dans son sac à main. Que se passe-t-il maintenant? Elle a été accusée de fraude électronique, d'usurpation d'identité et de vol qualifié dans plusieurs juridictions. Si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, elle risque de 15 à 20 ans de prison fédérale. 15 à 20 ans. Élise aurait la cinquantaine à sa libération, en supposant qu'elle purge la totalité de sa peine. Sa jeunesse, sa beauté, sa capacité à manipuler les hommes avec son charme, tout cela serait perdu au moment où elle retrouverait sa liberté.
Éprouvez-vous de la sympathie pour elle, demanda la détective Morrison, discernant apparemment mon expression. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens, ai-je admis. Une partie de moi croit qu'elle mérite tout ce qui lui arrive. Cependant, une partie de moi se demande ce qui l'a poussée à devenir le genre de personne qui pourrait commettre de tels actes envers les autres. Nous ne le saurons peut-être jamais, mais je peux vous assurer que, d'après mon expérience, les individus comme Élise ne changent généralement pas. Si nous ne l'avions pas appréhendée maintenant, elle aurait continué à victimiser des gens jusqu'à ce que quelqu'un intervienne. J'ai quitté le poste de police épuisé mais étrangement soulagé. La vérité avait enfin été dévoilée, dans son intégralité, et je n'avais plus à porter le fardeau des secrets d'Élise. Tout ce qui lui arrivait maintenant était une affaire entre elle et le système judiciaire. Sur le chemin du retour en ville, je me suis arrêté chez Murphy S pour déjeuner. L'établissement était plus animé que d'habitude pour un mercredi après-midi, et j'ai reconnu plusieurs visages de la foule qui avait suivi le feuilleton Élise sur les réseaux sociaux. Dave était derrière le bar, et il a fait un signe de tête vers un tabouret vacant en me voyant. « Comment s'est passée votre rencontre avec la police ?» Mieux que prévu. Il s'avère que je n'étais pas sa première victime. Ouais, j'ai entendu dire. Cette mec, c'est ça? C'est une sacrée entreprise criminelle qu'elle menait. J'ai commandé un hamburger et des frites et j'ai essayé d'ignorer les regards curieux des autres clients. Mon histoire était devenue un divertissement public, un conte moralisateur que les gens pouvaient discuter et disséquer sans avoir à examiner de trop près leurs propres relations. Jonah? Une voix de femme derrière moi, hésitante et familière. Je me suis retourné et j'ai aperçu Sarah Mitchell, ou plutôt Sarah Henderson. Alors, commença Sarah, en faisant référence à l'alliance qu'elle avait remarquée à mon doigt, un détail que mon amour de lycée, Trish, la pom-pom girl, avait souligné lors de notre première rencontre. Sarah, qu'est-ce qui t'amène ici, ai-je demandé. Déjeuner avec ma sœur, répondit-elle, en montrant une table voisine où une autre femme était assise avec 2 jeunes enfants. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec Élise. Je suis désolé. Merci, ai-je répondu, mais c'est probablement pour le mieux. Sarah scruta mon visage avec la même concentration intense qu'elle avait autrefois appliquée à la résolution de problèmes de géométrie complexes. Est-ce que tu vas bien? Vraiment bien? Je veux dire? Je m'en approche, ai-je admis. Ces 2 dernières semaines ont été éprouvantes, mais je crois que je vais m'en sortir. Bien. Tu mérites le bonheur, Jonah. Tu as toujours été quelqu'un de bien. Après son retour auprès de sa famille, je suis resté assis au bar, contemplant les chemins divergents qu'avaient pris nos vies. Sarah avait épousé son avocat et avait déménagé à Albany. Elle avait des enfants, un monospace, et, selon toute probabilité, une maison dans la banlieue, avec un garage pour 2 voitures et une balançoire dans le jardin. C'était la vie conventionnelle que la plupart des gens désiraient et anticipaient. Moi, en revanche, j'avais épousé une escroc et avais consacré 8 ans à construire une vie fondée sur des mensonges. Pourtant, j'avais aussi créé une entreprise florissante, offrant un emploi à des personnes qui dépendaient de moi, et apporté des contributions modestes mais significatives à ma communauté. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être que c'était plus que suffisant. Alors que je finissais mon burger, mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom de Graham Loring s'est affiché à l'écran. « Salut, Graham. »« Jonah, » répondit-il. « Je viens de quitter le commissariat. » Le détective Morrison m'a parlé des autres victimes. 7 hommes en 5 ans. Nous n'étions que les derniers d'une longue série. Mon Dieu, crois-tu qu'elle ait jamais vraiment aimé l'un d'entre nous? Je me suis posé la question. Je crois qu'elle aimait l'idée que nous représentions, ai-je conclu. La sécurité, l'argent, la respectabilité. Mais les personnes réelles que nous étions? Non, je ne crois pas que cela ait jamais compté pour elle. C'est ce que je craignais que tu me dises, soupira Graham. Écoute, je voulais te remercier encore une fois pour ton aide pour la démasquer. Si tu ne m'avais pas montré ces dossiers médicaux, j'aurais pu finir comme ces autres types, ruinés et brisés. Nous nous sommes aidés mutuellement. C'est ce qui compte. Je voulais aussi te demander quelque chose. Trish organise un barbecue ce week-end, juste la famille et quelques amis proches. Elle m'a demandé de t'inviter. Rien de compliqué, juste des burgers et de la bière et des conversations normales. J'apprécie l'offre, mais je ne suis pas sûr d'être prêt pour les événements sociaux pour le moment. Je comprends. Mais l'invitation tient toujours, si tu changes d'avis.
Après avoir terminé notre appel, j'ai réglé ma note et suis retourné à l'imprimerie. Sam et Madame Chen avaient tout sous contrôle, comme d'habitude, mais ils ont tous les deux semblé soulagés à mon retour. Comment ça s'est passé? A demandé Madame Chen. Bien. La police a tout ce dont elle a besoin de moi. Je me suis installé derrière mon bureau, examinant l'accumulation de commandes qui s'étaient empilées pendant mon absence. À quoi ressemble notre emploi du temps? Chargé, répondit Samedi. Les gens parlent de ce qui s'est passé. Et ils veulent te soutenir. Nous avons acquis 3 nouveaux clients rien que depuis hier. C'est bon à entendre. Il était gratifiant de constater que mon drame personnel était involontairement devenu une publicité pour l'entreprise, témoignant du fait que j'étais le genre de personne qui méritait le soutien de la communauté. Des personnes qui n'avaient jamais envisagé de faire appel à une imprimerie locale étaient soudainement intéressées à me confier leurs affaires. J'ai consacré le reste de l'après-midi à travailler sur des devis et des épreuves, me perdant dans les rythmes familiers du commerce et du service à la clientèle. Cela faisait du bien de se concentrer sur des problèmes qui avaient des solutions, des relations fondées sur des avantages mutuels plutôt que sur la tromperie. Alors que je me préparais à fermer pour la journée, mon téléphone a vibré avec un message texte provenant d'un numéro inconnu. Ici Élise. J'ai besoin de te parler. C'est important. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. 5 minutes plus tard, un autre message est arrivé. S'il te plaît, Jonah, je sais que tu me détestes, mais il y a des choses que tu dois savoir. Des choses sur la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai supprimé un 3e message. Je suis détenu sans caution. C'est peut-être ma dernière chance de m'expliquer. Ne veux-tu pas comprendre? J'ai éteint mon téléphone et j'ai verrouillé l'imprimerie. Quoi qu'Élise souhaite dire, quelle que soit la justification ou l'explication qu'elle croyait pouvoir me permettre de comprendre ses actions, je n'avais pas besoin de l'entendre. J'en savais déjà assez. Elle était une prédatrice qui avait ciblé des personnes vulnérables et leur avait volé leur argent et leur confiance. Elle avait fait carrière en brisant des cœurs et en détruisant des vies. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir sur la femme que j'avais autrefois promis d'aimer. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors que je rentrais chez moi en marchant dans les rues paisibles de mon quartier, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. La vérité avait été révélée, les mensonges avaient été démasqués et la justice était en marche. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je pouvais me concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. Et pour la première fois depuis des années, cet avenir semblait radieux. Ja, en normal en. Det er så ikke normalt at være fed. Nej, men altså fed som i nice. For det har så mange spande på mig. Det er Nadja Sepp, der bliver ved med at give mig spanden. Kan du komme over en spand til os, Martin? Lav en selv, mand. Altså, du har allerede snakket en stak ting fra mig. Lav en selv. Jeg har sgu da ikke nakket en stak ting fra dig. Jeg nakkede en bue. Ja. Hvad skal jeg ikke bruge af det her? Jeg føler, jeg skal bruge det hele. I guess det der. Altså, det bliver fuldstændig umuligt for folk at samle gunpowder ind, fordi vi bliver ved med at sove. Lev med det. Ja, jeg er ligeglad lige nu. Martin, hvis du mangler sten, så har vi en hel chest fyldt med sten herovre. Nice, det kan faktisk godt være, at jeg kommer og låne noget der. Ja, det koster en diamond per styk. Ja, det kan du fandme godt glemme, mate. Altså, en stack, en diamond. Er det ikke fair nok? Nej, det er det ikke. Jeg synes, du skal prøve at hoppe ned i en grotte og så finde nogle diamonds. Så dør jeg sgu da bare. Vi kan sige en stack, en jern. To stacks. En diamond. Nej, det er okay. Kan du mærke, at du eftertrækker den, Anna? Jeg skal gerne finde et sted, hvor der bor en ged. Har du prøvet Randers?
Undskyld, hvad sagde du? Hvad? Det tror jeg ikke på. Ja, det er klart. Han vil lidt mere. Jeg forstår det ikke. Apropos samlingspersonen. Magtfulde damer gør mig nervøs. Skal det være, jeg skal nok holde dig hånden med et. Så er du snart fjernet af jordet? Ja, det tror jeg. Okay, fuck, du er hurtig. Ja. Jeg kalder mig Speedy Gonzales. Det er ikke mig. Det er det jo obviously. Nej. Der er en kat, men jeg har ikke nogen fisk. Hvad fanden gør jeg så? Okay, jeg har en idé. Smid lige den der ind, så jeg ikke breaker den ved et uheld. Jeg gør bare sådan der. Nok fisk i vandet, er det også det, jeg vil. Kigge i vandet. Ja, tak, gutter. Martin, din ost. Hvorfor er jeg en ost, Nadja? Jeg har fisk. Men jeg er slet ikke hjemme lige nu, Nadja. Så jeg kan ikke komme og finde din fisk. Jeg er bogt. Og sådan der. Hvor blev katten af? Hvordan tracker jeg, hvad det er for nogle katte, jeg har tømmet? Den er der. Ej, fuck det der. Jeg er simpelthen for utålmodig til at sneak hen sådan et sted. Nemt. Screenshot den her kat. Kan I ikke lave lige en udråbstegn katte, og så skriv, at jeg har en hvid kat. Fordi jeg gider ikke tage den med hjem. Jeg har snart brugt 3 timer på at få noget at spise. Ja, same. Jeg bliver ved med at åbne min telefon og tænke, hvad skal jeg spise? Det der er ikke den hvide. Hvad er den så? Den er da hvid. TP er den ligesom hunden, eller hvad? Er den beige? Så er det ikke beige. Tag lige en gyazo af den, gutter.